la RDC, les mouvements rebelles, y compris le Rwanda. J'ai un ancien ministre congolais qui a recensé 3 accords. C'est pas trop. Qu'est-ce que les Congolais payent pour être constamment agressés, attaqués chez eux, et à chaque fois on leur demande de discuter? Pourquoi on ne demande pas? Moi je veux bien que le président Tshisekedi discute avec le Rwanda, etc. Et tout ça, mais est-ce que les Congolais de l'Est et les Congolais qui connaissent le dossier, est-ce qu'ils peuvent entendre qu'on va discuter avec Kagame quand Kagame méprise? Vous avez entendu? Mais si c'est le prix à payer pour les retours de non, le prix à payer, non, le prix, les Congolais ne doivent rien au Rwanda. Est-ce qu'on est d'accord? Les Congolais ont accueilli les Rwandais systématiquement sur leur territoire. Mais est-ce qu'un jour, depuis que Paul Kagame est arrivé, quelle est l'action qu'il a posée de façon positive en faveur du Congo? Montrez-moi. Que ce soit ici même au Congo ou sur la scène internationale. Quelle est l'action qui a été posée en faveur du Congo? Charles, peut-être qu'il faudra adopter, le gouvernement congolais devra adopter cette politique des talk and fight. Absolument. Qui interdit aux Congolais d'utiliser la même stratégie que Kagame? C'est-à-dire, on va discuter, mais nous, on avance nos pions sur le plan militaire. Ou bien nous, on va discuter, mais on fait tout pour que vous sortez de notre territoire. Et d'ailleurs, je pense que la meilleure façon de discuter avec le Rwanda, c'est de mettre le M23 et toutes ses forces négatives pour ce cas, parce que ce sont les Wazalendo et les Congolais qu'on traite de forces négatives. Mais en fait, les forces négatives sont les forces qui viennent polluer la vie des Congolais. Ce sont celles-là qui détruisent la vie des Congolais. Ce sont ces gens qui doivent être dehors. Ils n'ont pas vocation à vivre au Congo, ils n'ont pas vocation à rester Ils ont déjà en quelque sorte gouverner le Congo. Et la meilleure façon, vous avez dit, c'est de faire quoi? Mais qu'ils soient dehors, qu'ils soient hors, que toutes ces troupes sortent du Congo. Donc, il faut mener une guerre systématique. Oui, non, ce n'est pas... Là, je ne vous parle pas de guerre. Je vous dis que toute possibilité de discuter avec qui que ce soit doit répondre à un préalable, c'est que toutes les forces qui agressent, violent, tuent au Congo depuis 30 ans, sortent du territoire congolais. On a affaire à une violation de la souveraineté du Congo, on a affaire à une atteinte grave, lourde, portée. Vous vous souvenez, vous avez entendu, vous m'avez parlé de la guerre de l'Ukraine. Vous avez entendu les Occidentaux dire qu'ils voulaient des discussions entre M. Zelensky et le président Poutine. Ils disent qu'il faut attaquer, ils ont donné des armes à l'Ukraine pour combattre contre la Russie, tout en sachant que les Ukrainiens ne sont pas en capacité de faire une guerre violente, ouverte contre la Russie. Mais s'ils sont capables de raisonner comme ça, pour un petit pays comme l'Ukraine, face à la Grande Russie, comment un grand pays comme le Congo, face à un petit pays comme le Rwanda, on ne soutient pas le Congo par rapport à ce que fait le Rwanda? Et c'est le Rwanda qu'on soutient dans l'agression contre le Congo. C'est là où est le problème, c'est là où est le piège, et c'est là où les Congolais doivent être vigilants pour qu'ils comprennent qu'ils ils n'ont pas affaire à des amis, ils ont affaire à des gens qui veulent qu'on dépaisse cet éléphant. Parce que cet éléphant, la chair de cet éléphant est bonne, c'est le président... L'objectif, c'est la balkanisation de la RDC. Ils veulent détruire le Congo, s'emparer du Congo, et ils veulent un pouvoir faible à Kinshasa pour occuper durablement ce pays. Ce n'est pas moi qui le dis. J'ai trouvé dans les rapports de l'Élysée et dans les rapports, les services de renseignement américains avaient établi un rapport en 1994, novembre 1994, et ce rapport a été adressé au président Bill Clinton. Je l'ai la copie du rapport, dans lequel ils disent qu'il y a une volonté pour certains Tutsis. Certains, je ne dis pas tous les Tutsis, parce qu'il ne faut pas qu'ils racontent toujours des histoires, parce que quand ils veulent mentir, ils mettent tout dans le même sac. Il y a certains Tutsis qui veulent créer un empire avec, à partir de l'Ouganda, etc., dont le centre de gravité est le Congo. Ils ont ce rapport. Et le ministre de la coopération, le ministre français de la coopération, m'avait expliqué, il a publié un livre là-dessus, le Retour du Mwami, où il m'a expliqué les rencontres qu'il a eues avec les Rwandais, certains Tutsis du Rwanda et certains Tutsis du Burundi et de l'Ouganda qui avaient envie de faire... Et
apporter des éléments détaillés. Donc le Charles, Congo aujourd'hui, en quelque sorte, oui, c'est grave, c'est grave, et c'était pour cette raison peut-être que vous constatez qu'on ne critique pas le Rwanda, on ne reproche pas le Rwanda d'attaquer, d'agresser le Congo, on ne sanctionne pas le Rwanda depuis 30 ans. Charles Onana, vous êtes docteur en sciences en sciences politiques. Quelles sont les stratégies qu'il faudra mettre en place pour barrer la route à toutes ces velléités expansionnistes de nos voisins, notamment du Rwanda, parce que les plans déjà concoctés, vous l'avez souligné, sur base des documents que vous avez, passez-moi les termes, documentés au niveau de la CIA, du Pentagone, de la Maison Blanche, de l'Élysée et même de l'Union européenne, à l'interne, au Congo, parce que vous suivez de près la situation depuis plus de 20 ans. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour arrêter net ces velléités expansionnistes? Il faut que les Congolais tirent les leçons de l'histoire. Lumumba a dit, en 1960, il a dit que la balkanisation du Congo est engagée. Le président Laurent Désiré Kabila, qui est venu avec ces gens et qui a payé cher de sa vie, je regrette toujours que les Congolais n'arrivent pas à constater que le président Laurent Désiré Kabila a payé cher de sa vie. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que on tue aussi le président Tshisekedi et puis qu'on tue tous les présidents congolais pour que les gens se réveillent dans ce pays? Non, il va falloir que les gens comprennent que le bon Dieu a donné beaucoup de richesses au Congo et tous les gens veulent s'emparer de ces richesses et détruire le pays et chasser les Congolais de leur pays si possible. Vous savez, au Rwanda, ils ont chassé les Hutus. Ça ne leur pose pas de problème de chasser des Congolais, surtout dans un pays riche. Donc, les surtout dans les zones qu'ils occupent. Mais absolument, ce ne sont que des zones minières, etc. Donc, il ne faut pas que les Congolais aient peur de se mobiliser aujourd'hui. Vous savez, vous allez vous battre, vous allez vous déchirer parce que vous êtes en désaccord avec celui-ci, celui-là, etc., etc. Mais pour l'instant, là, c'est la survie de votre pays qui est sur le tapis. Est-ce que vous choisissez de vous battre pendant que l'ennemi est en train de vous dépecer, de massacrer les enfants, de tuer les femmes, etc. Ou alors vous dites, on va se battre après, mais là, on doit sauver notre pays. Parce que ce pays-ci, vous avez beaucoup de vos grands-parents qui sont morts pour ce pays. Vous avez vos ancêtres qui ont lutté pour ce pays. Vous avez, je dirais, beaucoup d'enfants, de jeunes, qui sont tombés en 97, en 98, en 2000, 2001, 2002, 2000, jusqu'en 2005 pour défendre ce pays. Est-ce que la vie de tous ces martyrs-là ne compte pas? Vous avez Monseigneur Moziroa. Monseigneur Moziroa, je voudrais vous dire un petit mot. Oui. Il y a même place qui lui a été dédiée. Mais ce n'est pas assez. Combien d'enfants ici connaissent Monseigneur Moziroa? Est-ce qu'on enseigne l'histoire et l'engagement de Monseigneur Moziroa? Monseigneur Moziroa a été assassiné en 1996 par les forces de Paul Kagame. Et pourquoi? Parce qu'il a été le premier ici, parmi les intellectuels, à dénoncer le danger. 1996-2024, les Congolais vivent le même drame, la même tragédie en pire. Il faut réécouter ce que disait le Monseigneur Moziroa pour comprendre que ceux qui sont en face de vous là, ils veulent vous mettre hors de votre pays. Et si je vous comprends bien, Charles Onana, donc c'est une mobilisation générale. Bien sûr. Au niveau du Congo, de la RDC. Bien sûr. Les Congolais doivent se mettre. Mais écoutez, mais dites-moi, c'est quoi les premiers mots de l'hymne national du Congo? C'est quoi? Debout Congolais. Et alors, vous faites quoi assis alors? Vous faites assis. Vous pensez que toutes ces richesses, tout ce que vous avez là, ben, ils veulent vous arracher tout ça. C'est ça le sujet. Ce n'est pas vos querelles internes, personnelles. Ça, ils s'en moquent éperdument. Vous savez ce qui s'est passé au Hutu? Il faut que les Congolais... Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le Rwanda. Et c'est pour ça que je comprends assez aisément ce qui se fait ici. Vous savez, en 93-92, il y avait beaucoup de Hutus qui avaient leur division entre Hutus du Nord et Hutus du Sud. Et donc, il y a beaucoup de Hutus du Sud qui étaient contre le président Habyarimana. Et parce que lui, il était un Hutu du Nord. Eh bien, et donc beaucoup ont soutenu le FPR et Kagame. Vous savez, quand Kagame est venu en 1994, vous vous souvenez qu'ils ont dit qu'il allait avoir un gouvernement de coalition, etc., où on allait avoir des Hutus et des Tutsis. Mais qui était d'ailleurs le projet des accords d'Arusha. Mais ils ont jeté les accords d'Arusha à la poubelle. Et en 1995, M. Faustin Twagiramungu, qui était un Hutu modéré,
a fui, le ministre des Affaires étrangères, qui était l'ambassadeur d'Ajigimana, a quitté. Tous les premiers ministres Hutus et tous ces gens, ils ont quitté le pays. Et ils sont restés en mono-ethnie pour gouverner le Rwanda jusqu'à présent. Donc, vous vous rendez compte que quand ils sont capables de se comporter comme ça avec les Hutus du Rwanda, qui sont des gens qui sont nés là-bas. Qui sont leurs frères, pratiquement. Oui, mais pratiquement jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire des Congolais? Dites-moi. Les messages est compris, capté 5 sur